pendant 1 heure, on a vu des gens jouer à Fortnite. Et nous, ça nous arrange parce que ça nous a permis de vous parler du jeu, de vous montrer le jeu. C'est sûr que si on veut comprendre un objet comme Fortnite, si on veut comprendre un jeu vidéo, mais comme toute production culturelle, il faut commencer par s'y intéresser, y jouer, ou alors en tout cas y jouer par procuration, comme vous l'avez fait, c'est-à-dire y jouer à travers l'activité de jeu d'un autre ou d'une autre. Donc c'est parfait pour nous parce que ça nous permet de ne pas vous parler de Fortnite, de comment ça marche, etc. Vous savez maintenant, c'est parfait, on peut directement rentrer dans le vif du sujet. Donc 2 mots, mais je l'ai dit tout à l'heure, Yannick et moi appartenons à l'UNIL Game Lab, qui est un groupe d'études sur le jeu vidéo de l'Université de Lausanne, où on étudie le jeu vidéo à l'UNIL et à l'EPFL comme un champ de production culturelle avec des questions de recherche, des méthodologies, des lettres. Donc on s'intéresse à l'université aux jeux vidéo comme on pourrait s'intéresser à la littérature, à la poésie, au cinéma. Les théories du jeu vidéo, l'histoire du jeu vidéo, l'esthétique du jeu vidéo sont des choses qui nous intéressent beaucoup. Et dans le cadre de ces recherches, je ne sais pas si on peut ajuster le contraste de l'image. Dans le cadre de ces recherches, on s'est intéressé à Fortnite avec des collègues, notamment des collègues de l'Université de Liège et du Liège Game Lab en Belgique. Pendant une année et demie à peu près, on s'est retrouvés en ligne avec des collègues de France, de Belgique. On a joué à Fortnite, mais on a aussi discuté de notre activité de jeu et de nos questions de recherche. Et tout ça a mené à une journée d'études qui s'est tenue en mars à l'Université de Lausanne, où on a accueilli une douzaine de chercheurs et de chercheuses qui sont venus nous parler de leurs travaux de recherche sur Fortnite. Alors ça pouvait être au sujet de l'e-sport et de ce que Fortnite fait aux pratiques du sport électronique. Ça pouvait être des études sur les communautés de joueurs de Fortnite. Ça pouvait être des questions de représentation et de genre, par exemple, de représentation des hommes et des femmes dans l'univers du jeu. Ça pouvait être des questions d'esthétique et de visualisation. Et ça donnait lieu donc à cette journée d'études et c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce jeu. Alors on nous a demandé de venir parler du succès de Fortnite. On nous a dit au Numérique Games Festival, il faut venir nous dire pourquoi ça marche. Alors c'est toujours très délicat d'expliquer le succès d'une production culturelle. C'est toujours difficile. C'est pas vraiment forcément ce qu'on fait à l'université. C'est toujours des phénomènes qui sont très complexes, que ce soit pour la littérature, le cinéma ou le jeu vidéo. C'est toujours le succès ou d'ailleurs l'échec d'une production culturelle, elle dépend toujours d'une série de facteurs. Donc on ne peut pas donner une réponse standard en une phrase, sinon on serait en train de préparer Fortnite, la suite de Fortnite avec Yannick, pour faire des millions. Mais évidemment, on n'a pas une réponse complète. Donc ce qu'on propose de faire avec vous aujourd'hui, ce sera de passer en revue certains facteurs qui permettent d'expliquer en partie ou qui auront contribué au succès de ce jeu. Alors il y aura des facteurs historiques nécessairement. Pour comprendre le succès de Fortnite, il faut s'intéresser à l'histoire du genre de jeu dans lequel il s'inscrit, les Battle Royale, et il faut s'intéresser à l'histoire du jeu vidéo. Il faudra aussi s'intéresser à l'expérience de jeu en elle-même, donc aux mécaniques de jeu. Qu'est-ce que c'est que Fortnite comme jeu? Parce que si ça fonctionne, c'est aussi parce que ça produit une expérience de jeu qui plaît à des millions. Il faudra aussi, on aura aussi l'occasion de parler du modèle économique de Fortnite, dont on a dit un mot tout à l'heure, des choix esthétiques, de certains choix esthétiques spécifiques qui ont certainement participé au succès du jeu. On parlera aussi des dynamiques sociales qui accompagnent ce jeu, qui est plus qu'un jeu si on veut, mais c'est un ensemble de pratiques, c'est un phénomène social et culturel aujourd'hui. Et puis on finira par se demander si Fortnite c'est pas un jeu assez prototypique de notre époque contemporaine et si le succès de ce jeu il vient pas en partie du fait que c'est un jeu qui reflète en partie notre époque et un certain nombre de valeurs de notre époque. Alors j'enchaîne ici, donc on prend le premier chapitre, c'est l'histoire de Fortnite. Il faut réaliser avec Fortnite que c'est un jeu qui a été annoncé en 2011, donc qui était probablement en développement déjà depuis 2010, voire avant. Et ici, vous voyez le premier logo qui n'a plus rien à voir avec ce qui est aujourd'hui. En fait, c'est un jeu qui, dès le départ, est conçu comme un jeu joueur contre environnement. Vous devez construire des fortifications. Le jeu s'inspire en fait ouvertement de Minecraft, qui marche très très bien à l'époque. Construire des fortifications pour vous défendre contre des hordes de zombies. Et donc le jeu est développé comme ça pendant des années, pendant 7 à 8 ans, avec cette idée originale ici, comme vous voyez, de se défendre en fait contre des zombies, jusqu'à la sortie en fait d'un jeu qui s'appelle PlayerUnknown's Battlegrounds, qui utilise le même moteur de jeu que Fortnite et dont les développeurs vont devenir fans. Ils vont beaucoup jouer pendant leur temps libre, jusqu'à se dire pourquoi est-ce qu'on n'adapterait pas Fortnite dans un mode Battle Royale.
D'où les 2 mois de développement seulement pour Fortnite Battle Royale, mais qui hérite en fait de 7 à 8 ans de développement sur un autre jeu. Donc le Battle Royale, qu'est-ce que c'est? On peut remonter en fait un manga, enfin à la base c'est un roman adapté en manga puis en film qui s'appelle Battle Royale. C'est un film en fait qui a une critique sociale du Japon il y a une vingtaine d'années et où des écoliers sont envoyés, parce que les écoliers sont trop violents en général, voilà, parce que les jeunes sont pas sages, sont envoyés sur une île, ils doivent s'entretuer, c'est télévisé. Donc il y a plein de dénonciations en fait, il y a plein de critiques qui sont faites à travers ce film, qui est un film très très violent. Mais le Battle Royale, c'est aussi des jeux vidéo multijoueurs où il s'agit d'être le dernier en fait, joueur encore en vie, tel que Bomberman, et plus récemment Daisy, H1Z1, qui sont des jeux de tir qui intègrent un mode Battle Royale, et puis PlayerUnknown's Battlegrounds qu'on trouve là en haut à gauche. Donc en fait, Fortnite se retrouve improvisé comme ça, ils mettent un Battle Royale, ils regardent si ça marche. Le jeu est payant, mais pour le Battle Royale, ils se disent on va distribuer ça gratuitement, on verra bien si les gens s'amusent. Et donc au début, c'était un petit peu une expérience, un petit peu comme un jeu de Game Jam. Battle Royale est une espèce d'anomalie, donc qui emprunte à Minecraft, qui emprunte à un jeu de tir, qui rajoute des petits défis à faire en jeu, comme on voit en bas à droite. Toute l'esthétique s'inspire des univers en fait, de Tim Burton. Et puis, il y a des microtransactions en jeu, donc possibilité d'acheter des éléments cosmétiques qui ne donnent pas d'avantages. C'est quelque chose qui est connu depuis de nombreuses années. En fait, Fortnite, son originalité, c'est de mettre tout ça ensemble. Parce que tous les éléments du jeu existent déjà séparément. Donc ça pose la question effectivement de l'expérience ludique de Fortnite et ce qui fait sa singularité, ce qui fait son identité ludique et ce qui en termes de jeu fait que des centaines de millions de joueurs y jouent et continuent à y jouer. Alors pour comprendre un jeu vidéo, pour analyser un jeu vidéo, il y a différentes manières de le faire, il y a différentes typologies du jeu qui ont été mises en place. Une chose qu'on peut regarder assez facilement, c'est finalement les mécaniques de jeu dont on a parlé. Alors quand on parle de mécaniques de jeu, c'est une manière de désigner l'ensemble des actions qui sont mises à la disposition du joueur ou de la joueuse. Donc on peut se poser cette question-là déjà, des mécaniques de jeu de Fortnite, des genres auxquels il emprunte, et puis de sa généalogie, c'est-à-dire un peu comme une personne qui aurait un arbre généalogique, on pourrait se demander quel est l'arbre généalogique de Fortnite. Dans quelle série, quels sont les aïeux de Fortnite en termes de jeux vidéo. Donc dans Fortnite, évidemment, alors Fortnite s'inscrit dans la lignée des Battle Royale, on l'a dit, et Yannick l'a dit, Fortnite c'est aussi un jeu de tir multijoueur qui s'inscrit dans la lignée des jeux d'arène, des jeux de tir multijoueurs des années 90 comme Doom, Quake, qui se jouaient en réseau sur Internet et qui fonctionnaient autour de confrontations directes, électriques, frénétiques. Fortnite, il emprunte aussi aux simulations militaires de combat dans des espaces relativement ouverts et il emprunte aux parties dans la série des jeux de tir à ce qu'on appelle les cover shooters, qui sont des jeux très populaires sur console à partir des années 2000 où c'est des jeux qui se jouent souvent à la troisième personne, donc avec une caméra qui est placée dans le dos de l'avatar, comme Fortnite, et où vous êtes amené à tirer, mais aussi à vous protéger derrière des couverts. Donc vous êtes constamment à couvert, vous sortez du couvert, vous tirez, vous vous mettez à couvert. Donc là, on trouve déjà une série d'emprunts importants avec le jeu d'arène multijoueur qu'on retrouve dans l'expérience de Fortnite. Vous avez vu que les combats dans Fortnite sont très électriques, frénétiques. C'est vraiment un jeu à haute intensité. Dans Fortnite, il y a aussi du jeu de plateforme. Vous l'avez vu tout à l'heure si vous étiez avec nous. Pour jouer à Fortnite, il faut courir, il faut sauter, il faut coordonner des sauts. Donc il y a aussi quelque chose du platformer, du Super Mario dans Fortnite. Une autre série dans laquelle s'inscrit le jeu, évidemment, c'est la série des jeux de construction. Vous avez vu, la construction joue un rôle très important. Là, on peut penser aux jeux, par exemple, de gestion de paramètres, où vous devez récolter des matériaux pour ensuite construire des bâtiments ou des villes. On peut aussi penser à un succès très important des 10 dernières années, qui est Minecraft, qui est ce jeu un peu de Lego, où vous récoltez du matériel dans un univers un peu pixelisé, cubique, pour construire tout un tas d'appareils, de construction, de bâtiments. Donc cette logique de la construction libre, telle qu'elle apparaît dans Minecraft, on la retrouve bien évidemment dans Fortnite. Et puis la particularité de Fortnite, par ailleurs, c'est que c'est un jeu à monde ouvert. Et ça, c'est assez frappant pour un jeu de tir. C'est un jeu qui ne se passe pas dans des espaces très restreints, clos, mais au contraire sur une énorme île. Donc là, Fortnite emprunte aux jeux d'aventure, aux jeux à monde ouvert qui se passent sur des îles,
comme la série des Just Cause ou des Far Cry, et à ces jeux qui souvent intègrent des véhicules et qui accordent une place importante à l'exploration et au déplacement. Donc on retrouve ça dans Fortnite avec des véhicules, avec des skates, tout un tas de moyens de locomotion. Donc ici, on a un peu la généalogie de Fortnite. On voit dans quelle lignée ludique le jeu s'inscrit. Et une des choses qui est peut-être la plus frappante en termes d'identité ludique et en termes d'amalgame d'influences qui viennent de différentes traditions ludiques et vidéoludiques, c'est cette rencontre assez inédite entre le jeu de tir en arène, le jeu de tir multijoueur et le jeu à monde ouvert. A priori, ces deux expériences de jeux vidéo, elles sont plutôt contradictoires. On n'a pas l'habitude de les retrouver ensemble. Et là, ce que fait Fortnite, c'est qu'il combine cette expérience de l'espace ouvert, de l'exploration, avec cette logique du combat frénétique et intense. Alors qu'habituellement, les jeux de tir, alors je suis vraiment désolé pour les images, elles ne sont pas censées sortir comme ça, elles sont très sombres, mais là, il faut imaginer un couloir, une main et une arme à feu. Habituellement, un jeu de tir et un jeu de tir multijoueur, ça ressemble à peu près à ça, en moins sombre. C'est-à-dire que c'est des jeux qui se déroulent très souvent dans des couloirs, dans des espaces clos. C'est des espaces clos, le jeu de tir, le jeu d'arène, c'est des espaces de ce type-là. Et là, Fortnite déplace totalement cette logique du jeu de combat multijoueur dans un espace ouvert. Il y a même un chercheur qui s'appelle Rune Clavier qui disait en 2006 que le jeu de tir multijoueur, il a besoin de corridors. Rune Clavier en 2006 disait, même si la technique nous permettait de créer des mondes ouverts, dans les FPS, dans les jeux de tir, dans les jeux d'arène, dans les jeux de tir multijoueurs, on aura tout le temps besoin de couloirs et de corridors, parce qu'on a besoin de cette orientation de la vision qui répond en partie au fait que la vision du joueur lui-même, elle est fragmentée, elle est fragmentaire, elle est limitée par l'espace du champ et du cadre. Donc il faut guider son regard dans des couloirs, dans des corridors. Le jeu de tir, nous disait-il, il fonctionne sur une vision tunnel. Alors si on veut, ce que fait Fortnite, c'est qu'il contredit ce que disait Rune Clavier en 2006. Fortnite montre qu'on peut combiner un jeu de tir et l'intensité d'un jeu de tir multijoueur avec un univers ouvert. Alors encore une fois, en termes ludiques, on peut se demander comment fait Fortnite. Comment fait Fortnite pour réussir à faire tenir ensemble ces deux logiques de jeux vidéo qui, a priori, sont antithétiques ou en tout cas un peu contradictoires. Et les solutions de Fortnite, c'est très simplement, à mon sens, la construction, l'ajout d'une bonne dose de hasard dans les mécaniques de jeu et la mécanique du cercle. Alors je passe relativement rapidement là-dessus. La construction, évidemment, parce que vous avez vu que d'une certaine manière, la construction et la construction de murs, de rampes, de barrières remplacent les tunnels du jeu de tir habituel. On est dans un espace ouvert, mais cette logique de protection et de construction de tunnels, elle est déléguée au joueur, à l'activité du joueur, à travers cette mécanique de construction. Donc on est dans un espace ouvert, mais on a toujours la possibilité de refermer cet espace, de créer de la protection, de créer des obstacles à travers la mécanique de construction. Donc vous avez un petit exemple ici, mais vous l'avez vu à l'œuvre tout à l'heure grâce à nos joueurs. Le hasard, alors principalement parce que les armes de Fortnite, je le disais tout à l'heure, tirent mal. Ça peut paraître bizarre, mais ça tire mal dans Fortnite. Vous avez beau viser, vous avez un ensemble de balles qui vont aller à côté. Et puis c'est de la génération aléatoire de nombres qui fait que voilà, il y a une dispersion de balles. Et cette dispersion de balles, elle n'est pas là pour rien, elle est là en partie pour répondre à cette particularité de l'espace ouvert. Si les armes de Fortnite tiraient super précisément comme dans une simulation militaire, eh ben ça serait plus ou moins injouable. C'est-à-dire que dès que vous êtes à découvert, vous mourrez. Et vous êtes très souvent à découvert. Donc les développeurs, pour équilibrer leur jeu, en termes de game design, ont rajouté du hasard dans le fonctionnement des balles et des trajectoires des balles, du hasard dans les trajectoires des joueurs, dans l'apparition des coffres, dans le contenu des coffres, pour pouvoir faire tenir ensemble cette expérience à la fois du jeu de tir en arène et du jeu à monde ouvert. Et puis finalement, évidemment, le cercle. C'est avec le cercle que cette logique à la fois de déambulation et d'intensité est rendue possible. Parce que ce cercle, qui est une sorte de contrainte extérieure, elle permet d'assurer que les possibilités de déambulation vont décroissantes au fil d'une partie et que l'intensité des rencontres et des confrontations va croissante. Donc là, c'est une sorte de petit tour de passe-passe externe à l'univers du jeu qui permet de faire tenir cette rencontre assez étrange entre le jeu de tir multijoueur et le monde ouvert. On passe au mode économique, au modèle économique, pardon. Donc voilà, le modèle économique de Fortnite, vous le connaissez probablement, ou vous en avez entendu parler, le jeu est gratuit. Pourtant, il génère des milliards et des milliards de dollars. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Alors déjà, installer un jeu gratuitement, ça invite en fait beaucoup de gens à l'installer, puis on verra après s'ils veulent débourser de l'argent.
On retrouve en fait dans le jeu un magasin en ligne qui permet d'acheter des objets. Alors c'est comme ça semble pas méchant en fait. Il y a vraiment très peu d'objets chaque jour qui sont proposés. Ils sont assez coûteux, mais c'est difficile en fait de se ruiner avec ça. À moins de se connecter chaque jour, de tous les acheter, de voler la carte de crédit des parents, ce qui est un problème en fait qui existe malheureusement. Donc voilà, on a un peu d'argent qui vient de ce côté-là. Ce mode de fonctionnement avec un jeu gratuit qui a ensuite d'autres contenus payants à l'intérieur, c'est souvent en fait décrit comme un game as service. On va avoir des game as service qui ont un abonnement comme World of Warcraft, où le jeu en fait va évoluer sans cesse. C'est pas comme à l'époque de la Nintendo qu'on trouve sur le stand ici à côté. Vous achetez votre cartouche et le jeu ne changera plus jamais. Ici, on a sans cesse en fait des mises à jour avec des contenus gratuits, payants, des abonnements. Comme c'est le cas par exemple avec Candy Crush qui propose en fait régulièrement des nouveaux niveaux gratuitement, mais qui a son modèle économique qui veut en fait que vous restiez dans le jeu pour augmenter la probabilité que vous achetiez des éléments. On a une autre entrée financière avec Fortnite, c'est le pass de combat. Donc c'est la possibilité d'acheter en fait un pack de défis, enfin de missions à réaliser pendant une saison, donc pendant 2 mois, qui va vous donner en fait en échange des objets au fur et à mesure que vous avancez là-dedans. Donc ça crée un intérêt qui a plus rien à voir en fait avec le Battle Royale. Donc voilà, ici vous voyez, vous pouvez débloquer des stickers, débloquer des personnages, vous débloquez aussi des nouveaux défis à réaliser. Tout ça repose en fait sur une monnaie virtuelle. C'est une astuce qui est connue. C'est ce qui se passe quand vous allez au casino. Vous achetez en fait des jetons avec de l'argent réel. C'est une des techniques qu'on peut dénoncer comme étant insidieuse, qui est très courante en fait dans le jeu vidéo. C'est qu'en fait une fois que vous avez votre argent virtuel, cet argent n'a plus la même valeur à vos yeux que de l'argent réel. Donc c'est pour ça en fait que chaque jeu propose sa propre monnaie. Et donc là il y a vraiment des questions morales, éthiques à poser par rapport à ceci. Vous avez peut-être entendu parler de la Coupe du Monde Fortnite avec sa centaine de millions de dollars dépensés pendant cette année. C'est une opération de communication, c'est une opération en fait pour garder des joueurs influents, pour ramener plus de gens en fait, donner de l'intérêt. Et donc l'argent en fait est généré par le jeu, est redistribué, mais le bénéfice est probablement plus grand que les 100 millions de dollars qui ont été déboursés cette année. Alors après on peut parler aussi, j'écourte un tout petit peu, puisqu'on a pris du retard, on peut parler des streamers, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, qui bénéficient en fait d'une offre qui a été mise en place par Epic, où si leurs auditeurs, quand ils achètent des éléments, mettent leur code, donc ils mettent leur nom, ces personnes vont toucher un bénéfice. Donc ça, c'est encore plus de gens qui vont travailler quelque part pour le succès de Fortnite, pour Epic. Donc on voit qu'on a cet énorme écosystème qui vise à ce que l'argent circule à l'intérieur et que les gens jouent à Fortnite et continuent à parler de Fortnite en dehors du jeu. Alors voilà, vous avez les produits dérivés. Et je repasse la parole à Céline. Donc le succès de Fortnite, il peut aussi s'expliquer par des facteurs esthétiques. Alors le jeu vidéo, il a différentes manières de représenter des univers. Il peut copier le cinéma, il peut faire dans l'abstraction, comme Tetris. Et puis il peut aussi imiter la bande dessinée. Faire du cartoonisme, si vous voulez, comme Ni no Kuni. Et c'est ce que fait Fortnite. Fortnite fait très clairement le choix du cartoonisme. C'est-à-dire que la série culturelle qui est prise comme exemple, c'est la bande dessinée, c'est le dessin animé. Alors, c'est assez intéressant parce que ce dessin animé, ça correspond assez bien à l'expérience de jeu. On est dans une expérience un peu bariolée, avec du hasard. C'est pas du tout une simulation militaire. Donc, ce choix du cartoonisme, il correspond à cette expérience de jeu. C'est aussi, par ailleurs, un choix stratégique, évidemment, cette ligne graphique un peu BD, bande dessinée, parce que ça a permis de contourner la limite d'âge des jeux dits violents. Si c'était une simulation militaire avec des armes à feu dans un univers réaliste ou photoréaliste qui ressemblait au cinéma, ça serait un jeu 16 ans. Les organes de contrôle mettraient le Stempel 16 ans, voire 18 ans, jeu violent, sang, etc. Ici, avec ce choix un peu d'univers incohérent, ironique, rigolo, la limite d'âge de Fortnite, elle est à 12 ans. C'est violence légère dans un univers cartoonesque. Donc ça permet de baisser la limite d'âge et de toucher les jeunes. Donc c'est évidemment pas simplement un choix esthétique, mais c'est un choix stratégique, calculé. C'est aussi un choix stratégique dans la mesure où ça permet à Epic de se différencier des jeux de Battle Royale existants qui généralement font plutôt dans le photoréalisme, l'image qui ressemble au cinéma, la simulation militaire très précise. Là, dès le départ, Fortnite Battle Royale a pu
se distinguer et toucher un public plus jeune, ce qui a très bien fonctionné. Donc je le disais tout à l'heure, on est dans un univers incohérent, qui n'a pas vraiment de récit ou très peu de récit, qui est très propice à la répétition, qui est centrale dans le jeu. Et cet univers qui n'a un peu ni queue ni tête, avec des bonhommes biscuits qui dansent, avec des pandas, il permet aussi de faciliter le renouvellement thématique. Parce que justement, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de trame. Donc, de série en série, et Yannick le disait tout à l'heure, on peut facilement injecter du nouveau contenu thématique, on peut aller puiser dans des grandes représentations culturelles, et puis mettre des chevaliers. La saison suivante, 2 mois après, on va mettre des vikings. Ensuite, on va mettre des super-héros. Alors évidemment, cette teneur de l'univers du jeu, qui est constamment ironique, constamment décalée, facilite ce renouvellement thématique, qui est aussi un des moteurs commerciaux du jeu. Et puis finalement, c'est aussi un univers qui est un peu constamment dans le LOL. On est dans un univers lolesque constant, avec ses danses, avec ses personnages décalés, qui est aussi très propice, qui s'inscrit dans l'écosystème culturel de l'Internet d'aujourd'hui. Et donc, qui s'inscrit aussi dans ces logiques de consommation culturelle contemporaine, et donc qui favorise des échanges, des reprises, des mèmes qui circulent par la suite sur Internet. Merci. Alors, une des dimensions aussi liées au jeu, c'est la dynamique sociale. Je l'ai décrite tout à l'heure, donc ça me permet en fait d'aller un petit peu plus vite là-dessus, vu qu'on est réduit sur le temps. C'est le fait que les gens se réunissent en ligne. Vous trouvez ce genre de scène où les gens dansent ensemble et oublient de jouer. On peut donner rendez-vous à ses meilleurs amis. Ici, Ninja qui donne rendez-vous à Drake, le célèbre rappeur, pour jouer ensemble. Il y a des enjeux de prestige aussi. Dans la cour d'école, être bon à Fortnite, c'est acquérir un certain prestige. À l'inverse, ça peut aussi stigmatiser certaines personnes qui sont considérées comme des débutants ou bien qui n'ont pas acheté tel ou tel skin. C'est vraiment ce jeu de la comparaison qu'on a tous connu à l'école. Donc il y a possibilité les geeks peuvent se démarquer et puis en même temps, ça va stigmatiser en fait des personnes. Il y a toujours ces dynamiques sociales qui sont un peu tristes. On a eu cette anecdote aussi avec des gens qui ont engagé des coachs pour entraîner leur fils ou leur fille à être meilleurs à Fortnite. Donc voilà, il y a possibilité de s'offrir des cadeaux, d'acheter des choses pour les autres, de s'envoyer des messages, de discuter ensemble, d'aller... Fortnite est présent partout, sur jeuxvideo.com, sur Facebook, sur Reddit. Tout le monde peut discuter de ce jeu et passer son temps en fait, dans cet univers, même la console éteinte. Et pour terminer, on est obligé d'aller un peu vite et je m'en excuse, on peut se demander si Fortnite, c'est pas aussi un jeu de notre époque et si son succès, il vient pas de là. Finalement, quand on joue à Fortnite, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche la fameuse victoire royale. Donc c'est un jeu qui est ultra compétitif et qui, a priori, en tout cas vu de l'extérieur, est ultra individualiste. Ce que nous dit Fortnite, c'est qu'on est 100 au départ, il y a un gagnant et les autres sont des perdants. Il y a un gagnant et si vous faites la 2e place, vous êtes un loser, comme fait le personnage. Vous êtes un perdant, vous pouvez être 2e ou 99e, vous avez perdu, il n'y a qu'un gagnant. Donc a priori, finalement, on est face à un jeu ultra compétitif, ultra individualiste, un peu violent quand même. Et donc à ce titre-là, on peut se demander si ce n'est pas un jeu qui reflète notre époque et une partie des valeurs de notre époque individualiste. Alors c'est ce que voit par exemple ce journaliste de The Conversation en 2018 qui disait « Ah mais Fortnite c'est un jeu qui apprend les mauvaises leçons à nos enfants. Quand on joue à Fortnite, on apprend qu'on est seul pour gagner, que c'est que la gagne qui compte, que la vie c'est un combat, qu'il faut écraser les autres pour réussir, etc. » Donc on peut faire cette lecture effectivement un peu moralisante de Fortnite. Je rassure les parents inquiets. Vous avez aussi des journalistes qui disent l'inverse, qui disent « Ah non, mais en fait, Fortnite, ça nous apprend des leçons de vie qui sont super importantes. On joue pas seul à Fortnite, on joue en duo, en squad. Donc on apprend l'entraide, on apprend la persévérance, on apprend le déplacement dans un espace en 3D, on apprend à se repérer, à lire les formes. Donc voilà, on peut lire du très bon, évidemment, dans Fortnite, ou on peut opter pour une lecture moralisante. Ce qui est sûr, c'est que Fortnite, comme toute production culturelle, comme tout jeu vidéo, reflète en partie notre époque. C'est normal, un jeu vidéo, il s'inscrit dans un contexte historique, social, politique. Donc c'est pas étonnant de voir dans le jeu des choses qui viennent du monde social. Après, si on a un problème avec ces valeurs, on peut se demander s'il faut attaquer le jeu vidéo ou le monde social. On peut choisir. Pendant très longtemps, on a stigmatisé les jeux vidéo en disant que c'était des sources d'addiction, de violence. Nous, au Game Lab, on pense plutôt qu'il faut les étudier, les jeux vidéo. Il faut les étudier avec des outils de recherche qu'on a à notre disposition, parce qu'on pense qu'ils ont beaucoup à nous apprendre sur nous, sur notre rapport à la culture et sur la culture numérique contemporaine. On vous remercie.